L'heure de vérité, le jour de vérité, l'épreuve de vérité, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas ça a lieu aujourd'hui pour Sébastien Lecornu avec ses déclarations de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, constitutionnaliste, maître de conférence à Paris, Panthéon. Assas, on a évoqué avec Jean-Marc Vittori des Échos l'aspect budgétaire. On a appris ce matin ce qu'il y avait dans la copie du gouvernement. Déjà, petite question sur... parce que tout va se jouer sur le wording aujourd'hui. On sait que c'est le Parti socialiste, on l'a largement commenté, qui détient la clé de survie du gouvernement, qui demande cette suspension donc immédiate et complète de la réforme des retraites pour ne pas voter la censure. Donc retraite ou censure, il faut choisir pour Sébastien Lecornu. C'est maintenant qu'il faut choisir. Oui, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on a en effet un Sébastien Lecornu qui est extrêmement faible, qui est dans une situation où en fait il est probablement le Premier ministre, toute République confondue, qui tient sur la plus petite partie de l'Assemblée. Une centaine de députés tout au plus, entre d'un côté les Renaissances et les Modem. Les autres groupes politiques étant à minima, pour les plus favorables, dans une forme de soutien sans participation. Et s'ils veulent ne pas être censurés, il faut qu'ils comptent sur au moins l'abstention du PS. Et cette abstention du PS implique visiblement, selon les socialistes, une suspension de la réforme des retraites. Va-t-il accéder à cette revendication du Parti socialiste ? Le choix des mots, le wording, comme on dit, va être essentiel. Est-ce qu'il sera clair dans les mots choisis ? Est-ce qu'il va le dire selon vous ? Est-ce qu'il va employer les mots suspension immédiate et intégrale ou pas ? Il va falloir bien choisir les mots et puis il va falloir parler de l'instrument, de la procédure, parce qu'en fait, cet instrument, cette procédure, elle change un peu tout. C'est-à-dire que si jamais vous êtes uniquement dans un débat, une réflexion, si vous êtes dans le cas d'une suspension par non-prise des nouveaux décrets, si vous êtes dans un débat parlementaire avec potentiellement des amendements qui seraient déposés par le gouvernement au PLFSS, parce que les parlementaires eux-mêmes ne peuvent pas vraiment le faire dans le cadre de ce PLFSS pour cause d'application de l'article 40. Donc vous voyez que la clarté... Pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça suffirait au PS si le Premier ministre parlait d'un débat parlementaire, cette réforme des retraites ? Non. On est d'accord. Non, parce que, alors, tout dépend de ce qu'on attend par débat parlementaire. Si c'est le dépôt d'un projet de loi pour en discuter, peut-être. Si c'est simplement une réflexion pour, ne rien voter à la fin, évidemment que non, le Parti socialiste n'accepterait pas. D'autant qu'ils sont sous la pression des autres groupes de gauche et que ces autres groupes de gauche et leurs électeurs leur en veulent un peu d'être rentrés dans notamment une non-censure via un conclave qui le considère comme ayant été une forme d'attrape-nigo. Et votre conjecture à vous ? On aura la réponse cet après-midi. Est-ce que Sébastien Lecornu emploiera les mots attendus par le Parti socialiste ? S'il veut survivre, il n'a pas le choix. Or, on peut penser que le gouvernement veut passer la semaine. Et donc, s'il veut passer la semaine, il va devoir le faire. Et les LR ont ouvert quand même une brèche aujourd'hui. Les LR ont dit qu'ils ne participeraient pas au gouvernement et qu'ils ne soutiendraient pas forcément ce gouvernement s'il y avait une remise en cause de la réforme des retraites, mais qu'ils ne censureraient pas. En d'autres termes, on se retrouverait avec un double pacte de non-censure avec les LR et avec les socialistes pour continuer à gouverner, ce qui évidemment fera du gouvernement un gouvernement excessivement faible, mais qui malgré tout peut lui permettre de tenir un peu de temps. Ensuite, est-ce qu'il tiendra jusqu'à la fin du budget ? Ça, c'est une autre aventure. Donc en fait, il y a la première haie, elle est là cette semaine. C'est-à-dire qu'il emploie les mots attendus, suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement passe la semaine, puisque vous me dites que LR, a priori, s'abstiendra au moment des motions de censure, au moment de leur vote. Mais après, il y aura la haie suivante. Donc selon vous, c'est le cas a priori. Le gouvernement devrait passer la semaine ? Objectivement, c'est très compliqué à dire aujourd'hui. Il faut bien comprendre que si vous faites le total des groupes qui ont dit qu'ils censureraient, donc LFI, PC, ELV, RN et Ciotiste, il ne vous manque que 23 voix pour que ça tombe. Donc il ne faut pas qu'il y ait de défection côté PS, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit qu'il manque 23 socialistes, c'est vrai, mais ça implique que vous ayez des lyotes qui, par exemple, ce qui est un groupe purement administratif, si vous voulez, c'est-à-dire qui ne votent pas toujours dans le même sens. Ça veut dire que vous ayez des lyotes qui soient à peu près unanimes, ça veut dire que vous ayez des non-inscrits qui soient à peu près unanimes. Ça, c'est tout à fait évident, des LR également. Or, la dernière fois qu'il y a eu une forme de pacte de non-censure, cette fois-ci sur François Bayrou, il y a quand même 8 socialistes qui ont quand même voté la censure. Donc, vous voyez que au fond, ça peut se jouer vraiment à une poignée de voix près entre les dissensions au sein du PS, au sein de LR, et des formations ou des groupes plus administratifs qui n'ont pas vraiment de discipline de vote. Donc la chute dès cette semaine du gouvernement Lecornu 2 reste toujours, encore une fois, sur la table, et ça se jouera à peu de choses près, si je vous écoute et si je vous comprends.
Oui, c'est-à-dire que ça va se jouer à peu de choses près, et le fait qu'il ne soit pas censuré jeudi matin, eh bien, ne présuppose en rien le fait qu'il ne le soit pas dans les semaines suivantes. Bien C'est-à-dire sûr. que à la moindre crise parlementaire, à la moindre tempête, à la moindre anicroche sur le budget, on peut très très facilement avoir un renversement. Si maintenant on se place du point de vue du budget, quelle est la probabilité, là encore une fois, c'est difficile à dire, qu'il soit voté au Parlement, parce qu'il n'y aura pas de 49-3. Comment ça se passe, là encore une fois, entre ce qu'on va lâcher pour le PS et ce que LR va suivre? C'est ça le sujet, c'est qu'on gagne d'un côté ce qu'on repère de l'autre. Alors, si vous voulez, concernant la procédure budgétaire, il y a deux voies. Il y a la voie normale, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure avec votre invité, mais il y a la voie normale et il y a la voie un peu exceptionnelle. La voie normale impliquerait que vous ayez une forme de budget Frankenstein qui sort de l'Assemblée nationale et qu'ensuite ça revienne au Sénat. Le Sénat ensuite pourra ripolliner le budget, essayer de le rationaliser sans doute un petit peu. Le problème, c'est que le Sénat aujourd'hui, le gouvernement s'est un peu mis à dos, c'est-à-dire que le mélodrame avec LR, mais également c'est passé plus inaperçu, mais c'est également très important avec l'UDI. Or derrière, l'Union centriste, c'est le troisième groupe du Sénat et c'est ce qui fait la pointe de la majorité sénatoriale, fait que le Sénat sera beaucoup moins coopératif qu'avec Michel Barnier l'année dernière. L'autre élément, c'est qu'une fois que vous êtes mis d'accord, si vous vous mettez d'accord au bout d'une commission mixte paritaire, il faut que le budget, qui penchera probablement très à droite, soit acceptable par les socialistes. Parce que là, comme il n'y a pas de 49-3, c'est pas censure ou non censure. C'est qu'il faut que le budget soit adopté. À ce stade-là, c'est pas ce qui est le plus probable. L'autre voie, c'est que, au bout de 70 jours, parce que on aura peut-être à ce moment-là une forme d'enlisement au Parlement, parce que les deux chambres n'auront peut-être pas voté, parce que peut-être on en sera à le cornu 8 ou 9 du point de vue des gouvernements, on appliquera à ce moment-là le budget par voie d'ordonnance. Et là, il faut comprendre que c'est du jamais vu, sans précédent. C'est du jamais vu, C'est du jamais vu, c'est un emprunt du droit allemand et ça n'a pas vraiment été utilisé depuis Otto von Bismarck, si vous voulez. Donc, les ordonnances budgétaires, c'est le grand flou. On ne sait pas exactement quel texte sera appliqué. On pense que c'est le dernier texte voté. Donc, si c'est le texte qui vient d'être voté au Sénat, ce sera peut-être le budget du Sénat. On ne sait pas s'il y a un juge qui est compétent pour contrôler ces ordonnances. On ne sait pas si le Conseil d'État se déclare incompétent ou pas. Donc, on a beaucoup d'incertitudes sur ces ordonnances. Ce qui est certain, c'est que politiquement, c'est très délicat. C'est-à-dire que ça sera perçu comme un passage en force, c'est ça? Les groupes d'opposition diront probablement, regardez, vous êtes en train de piétiner le parlementarisme, et donc le gouvernement qui ferait ça mettrait probablement sa tête sur un billot. Mais une fois que les ordonnances ont été déclenchées, ensuite elles s'appliquent jusqu'à ce que vous votiez un vrai budget ou jusqu'à la fin de l'année budgétaire, c'est-à-dire la fin de l'année 2026. On n'aura peut-être plus de gouvernement, mais on aura un budget. Bon, après, il y a aussi, là, on a évoqué avec Jean-Marc Vittori des Échos, la loi spéciale. Si le budget n'est pas voté d'ici Noël, comme à l'époque au moment de la chute de Michel Barnier, c'est aussi une hypothèse crédible, ça? Oui, c'est une hypothèse crédible, pour ne pas dire probable. Mais comme vous le savez, parce qu'on a l'expérience de l'année dernière, les lois spéciales ne permettent pas de tout faire. Les lois spéciales, ça permet uniquement de reconduire par 12e les dépenses qui sont les dépenses courantes, les dépenses je dirais routinière de l'État. Or, en la matière, ça veut dire qu'il y a des investissements publics qui ne peuvent pas être reconduits, notamment tout ce qui est investissement public, exceptionnel, etc. Et donc, derrière, vous avez une économie qui est plus fragilisée, vous avez un État qui est beaucoup plus engoncé, et vous avez une économie avec des entreprises qui vivent de la commande publique et des sous-traitants de ces entreprises qui voient les commandes ne pas arriver. Donc, c'est pas bon pour l'économie. On peut pas tourner trop longtemps non plus avec des lois spéciales. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a deux moyens potentiellement d'en sortir. D'abord, soit obtenir rapidement, après le déclenchement de ces lois spéciales, un budget, mais comprenez bien que derrière, vous avez des élections municipales. Donc, ce qui aurait été difficile à voter au mois de décembre ne le sera peut-être pas plus au mois de février ou au mois de mars. Et deuxième élément, on peut éventuellement élargir le champ de ces lois spéciales. L'année dernière, on a eu une vision quand même extrêmement étriquée de ces lois spéciales. On pourrait imaginer rendre les choses un peu plus souples, notamment en termes d'investissement public, en termes également de réorientation de certains impôts. Donc, il faudra peut-être, si on est amené à tourner, comme d'autres pays européens le font, la Belgique, l'Espagne, de manière un peu chronique son budget, il faudra sans doute réadapter l'instrument et se montrer un peu plus flexible. Benjamin Morel,
Que se passe-t-il pour le coup, selon vous? Enfin, les conjectures sont très difficiles évidemment, mais le chemin le plus crédible, c'est quoi? C'est que le gouvernement tombe à un moment donné cette semaine, ou dès qu'il y aura un sujet de débat qui se passera mal, et le budget avec? Alors, il est assez probable que le gouvernement ne tienne pas jusqu'en 2027. Ah oui, oui. Ensuite, si jamais on parle de la période actuelle, on a beaucoup dit il faut absolument déposer un budget avant lundi. Bon, finalement, ça aurait été que mardi, qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un délai constitutionnel. C'est pas vrai. Il y a un délai dans la loi organique qui était le 7 octobre et on l'a déjà grillé. Est-ce que vous voyez le Conseil constitutionnel, si on arrive à se mettre d'accord sur un budget le 26 décembre, admettons, regarder la date de dépôt et dire « Ah non, vous avez déposé le budget trop tard, je vais censurer ». Donc non, il n'y a pas de risque juridique sur la constitutionnalité du budget qui serait lié à un délai. Si on a besoin de déposer le budget si tôt, si on a besoin de déposer le budget maintenant tout de suite, c'est en fait pour ménager ce fameux délai des 70 jours. Donc on voit que du côté de l'exécutif, le scénario des ordonnances aujourd'hui est un scénario qui est fort crédible, parce qu'en effet aujourd'hui, ne pas censurer une DPG, c'est une chose. Pour les socialistes, voter positivement sur un budget, et d'ailleurs le total socialiste ne serait peut-être même pas suffisant pour faire passer le budget si jamais vous avez l'ensemble de la gauche et le RN qui votent contre. Donc pour l'Assemblée nationale, adopter un budget, aujourd'hui, ça apparaît très improbable. Donc la censure et la chute du gouvernement Lecornu, à vous écouter, arrivera d'une façon ou d'une autre cette semaine ou d'ici la fin de l'année? Alors, s'il n'y aura pas forcément censure, mais s'il n'y a pas censure, il n'y aura quand même pas adoption du budget, vous voyez, c'est-à-dire que faire adopter à l'Assemblée nationale le budget 149 alinéa 3, si les socialistes votaient le budget, vous savez, quand on s'amuse en sciences politiques à se demander si un groupe politique est dans la majorité ou dans la position, il y a un critère, c'est est-ce qu'il vote le budget? Est-ce que le PS, voire même LR, aujourd'hui peuvent voter un budget sortant du CMP alors qu'ils se disent dans l'opposition? Ça va être très compliqué. Vous voyez. Que se passe-t-il d'ailleurs si... qu'un jour on puisse adopter un budget m'apparaît très improbable. Et qu'est-ce qui se passe en matière de... Le gouvernement, si le budget est rejeté, que se passe-t-il en fin d'année en matière politique? Si le budget est rejeté par l'une des assemblées, on le renvoie à l'autre. C'est-à-dire que la navette continue. Si jamais l'Assemblée rejette, ça repart au Sénat et puis ça repart à l'Assemblée. Et puis on vote des lois spéciales, c'est ce qui s'est passé l'année dernière d'ailleurs, voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord. Mais le gouvernement tient. Il passe l'hiver. S'il n'y a pas de motion de censure, oui. Le 49 alinéa 3 déclenche une motion de censure de manière quasi automatique, si vous voulez. S'il n'y a pas de 49 alinéa 3, il faudrait que les oppositions, face à ce budget dysfonctionnel qu'elles n'auraient pas voté, décident de déposer une motion de censure, et que là, il y a 289 députés qui votent pour la motion de censure, pour que le gouvernement tombe. C'est le scénario le plus probable, selon vous, qu'on finisse avec une loi spéciale et que le gouvernement tienne? Il y a deux voies. Soit, pour moi, en effet, des lois spéciales, et on verra quand est-ce qu'on peut adopter un budget, c'est peu probable. Soit qu'on roule avec des ordonnances. Donc, le scénario de dissolution, vous l'écartez? Et donc de chute du gouvernement Lecornu? Alors là, vous me posez une question. Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Non, c'est absolument pas écarté. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que s'il y a dissolution, ça doit arriver maintenant. C'est-à-dire que si ça arrive fin novembre, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une dissolution? Votre assemblée s'évapore. Et donc, à partir de là, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a plus de Parlement qui peut décider. Or, si jamais vous faites une dissolution à partir du mois de novembre, notamment de la fin novembre, ça veut dire que vous n'avez plus de Parlement pour voter la loi spéciale pour fin décembre, et que vous retrouverez là dans une situation qui est une situation vraiment très problématique. Votre président l'a dit, la Constitution de la Ve République, les lois organiques, on a quand même trouvé des instruments qui permettent malgré tout de tenir, même si un budget n'est pas adopté, entre les ordonnances, les lois spéciales, etc. Là, on est dans un cas où pour le coup, on n'a rien. Alors, il n'y aura pas de shutdown à l'américaine, parce qu'on peut toujours exécuter les dépenses, mais en revanche, on ne peut plus prélever les impôts. Et si on ne peut plus prélever les impôts, ça veut dire que là, on est un tantinet enquiquiné, parce que exécuter les dépenses, c'est bien, mais sur quelles ressources? Donc pour cette raison-là, il est important, s'il y a des solutions, que les élections se tiennent à minima début décembre, si vous voulez, le plus tard, à la rigueur. Mais si ça se tient, si on a pas d'assemblée au mois de décembre, ça devient vraiment paniquant.
Et en cas de dissolution, d'ailleurs, rien n'indique que la situation politique à l'Assemblée serait clarifiée, puisqu'on pourrait très bien aboutir à plus ou moins la même Assemblée nationale qu'aujourd'hui, fracturée. En cas de dissolution, ce que disent les enquêtes, et pour l'instant elles sont relativement stables, du premier tour. Soit vous n'avez pas de majorité du tout. Ouais, on a des enquêtes de second tour, je n'ai vu que des enquêtes de premier tour. Oui, mais si vous prenez les enquêtes et que vous essayez d'extrapoler un petit peu sur ce que ça peut donner, là, le centre s'effondre, la gauche se tient à peu près, notamment le PS, qui stimule les choses, et de l'autre côté, vous avez un RN qui est plutôt en situation de force. Donc ça donne deux choses. Soit vous n'avez pas de majorité du tout, soit vous pouvez avoir, mais c'est pas le plus probable, une majorité absolue pour le Rassemblement national. Donc ça se termine soit par encore plus d'ingouvernabilité, parce que vous aurez, quoi qu'il arrive, plus de RN. Et donc à partir de là, le champ des alliances hors RN sera encore plus réduit. Au lieu d'aller de Olivier Faure à Bruno Retailleau, vous devrez peut-être aller de Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon à Bruno Retailleau. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on rentre vraiment en crise de régime, parce que a priori, ça n'arrivera pas. Soit vous avez une majorité absolue pour le Rassemblement national. À ce moment-là, il pourrait y avoir un budget relativement facile, dès le moment où vous avez une majorité absolue, mais ça implique qu'on rentre en période de cohabitation avec le RN. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Et c'est ce que Emmanuel Macron, je crois, cherche à éviter. C'est-à-dire que pour lui, soit on est dans une situation d'ingouvernabilité chronique et la question de la démission risque d'être posée par de plus en plus de partis politiques. Déjà que aujourd'hui, ça vient de ses propres rangs. Là, il y aura un élément qui sera un élément difficile à contourner, soit en effet ça le met dans une position de cohabitation. Donc, mais le problème, si vous voulez, des menaces à la dissolution en ce moment, c'est que Emmanuel Macron cherche à faire bouger les partis en leur mettant les épées de Damoclès de la dissolution sur la tête, mais le RN la veut. Le PS pense, pas tout à fait à tort, quand vous prenez les enquêtes, qu'il pourrait y avoir plutôt intérêt et qu'il pourrait avoir plus de députés, et à force de faire planer la dissolution au-dessus de la tête des partis, les partis se sont mis en ordre de marche. Oui. Aujourd'hui, vous avez des tracts qui sont imprimés, ils ne sont pas imprimés, mais les imprimeurs sont au courant, il y a les modèles, les députés sont déjà en campagne en réalité. Et donc peu à peu, on avance vers la dissolution comme des zombies, avec le risque de la rendre in fine inéluctable. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférence à Paris, Panthéon, Assas. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.